Koh-Lanta. Ce programme rassemble chaque semaine des millions de téléspectateurs français, et ce depuis plus de 20 ans. Ce rendez-vous hebdomadaire est bien plus qu'un simple jeu d'aventure familiale. C'est une redoutable machine à fantasmes, une télé-réalité ultra sophistiquée et une mécanique très habilement marketée. Podcast Story. Pour bien comprendre le phénomène Koh-Lanta, il faut se replonger à la fin des années 80, plus précisément en 1987. Cette année-là, sur Channel 4, à Londres, un programme diffusé le dimanche midi est le rendez-vous télé de la jeunesse anglaise. Ça s'appelle Network 7. C'est un État dans l'État, une chaîne dans la chaîne, totalement à part dans le paysage audiovisuel britannique. On peut ainsi y apprendre à pirater une carte bancaire en direct ou encore regarder un des premiers mariages gays laïques. Une autre séquence fera date sur Network 7. Une interview par satellite d'un tueur américain emprisonné aux États-Unis dans le couloir de la mort après avoir assassiné sa petite amie. Les téléspectateurs anglais devaient voter à la fin de l'émission pour savoir si l'homme méritait de mourir ou pas. Parmi les animateurs et producteurs du programme, un jeune homme, fourmi d'idées, il s'appelle Charlie Parsons. Alors qu'on lui demande de réfléchir à de nouvelles mécaniques de jeu, il se souvient de son adolescence au début des années 70, au sein d'un pensionnat de jeunes garçons, au cœur de la campagne, dans le Kent, au sud-est de Londres. À cette époque, au sein de l'ancestrale école de Tonbridge, privation, enfermement, défis physiques, châtiments corporels et supplices sont le lot quotidien de jeunes gens fortunés soumis à une éducation très stricte. Une éducation rigoriste comme seuls les Anglais savent la perpétuer depuis des siècles et des siècles. Cette période douloureuse marque à jamais le jeune Charlie. Aussi, lorsqu'on lui demande de concevoir un programme extrême, basé sur la survie et la compétition, logiquement, il se remémore sa jeunesse. Il a alors l'idée d'abandonner un groupe de candidats qui ne se connaissent pas sur une île déserte. Un tennisman, une starlette de télé, un ancien taulard et un trader. Ils sont livrés à eux-mêmes et ils s'éliminent les uns après les autres, sans aucun scrupule. Les jeunes téléspectateurs adorent et le projet mûrit dans sa tête. C'est ainsi que naît le concept qui aboutira à l'expédition Robinson, qui deviendra plus tard Survivor, puis enfin Koh-Lanta. Il faudra cependant près de 14 ans pour que l'émission arrive sur nos écrans français. Elle débarque d'ailleurs dans un contexte bien particulier chez nous. Au milieu des années 2000, les chaînes de télé françaises, bien que concurrentes, concluent entre elles un accord secret. La scène assez surréaliste se déroule durant l'été dans le bureau de Patrick Lelay au 14e étage de la tour TF1 à Boulogne-Billancourt. Il fait un temps magnifique, la vue offre un panorama imprenable sur la Seine et sur la ville de Paris. Tous les patrons de la télévision française sont présents. Une réunion discrète au sommet du PAF, le paysage audiovisuel français. Si on avait l'esprit taquin, on pourrait presque y voir une rencontre entre tous les parrains des grandes familles du milieu, comme il y en avait beaucoup dans l'Amérique des années 50. Parmi les présents, Nicolas de Taverneau, présidente de M6, à l'époque appelée la petite chaîne qui monte. Tous s'accordent sur un principe. La télé-réalité qui vient de faire son apparition l'année précédente aux Pays-Bas ne passera pas par la France. Trop trash, trop vulgaire, trop abétissante. La main sur le cœur, tous clament alors que ce type de programme n'a pas sa place sur nos écrans. Sauf que secrètement, au même moment, TF1 négocie déjà l'achat des droits de diffusion de Koh-Lanta. M6, quelques semaines plus tard, crie à la trahison et réplique par l'acquisition d'une version soi-disant soft de Big Brother, Love Story. L'émission débarque le 26 avril 2001 sur la 6e chaîne, carton d'audience absolu, polémique dans les médias, phénomène de société hexagonale. La guerre est désormais déclarée avec la une et TF1 dégaine son Koh-Lanta le 4 août. Peu s'en souviennent, mais la première édition de cette télé-réalité d'aventure diffère notablement de ce qui est diffusé aujourd'hui. Par exemple, les candidats peuvent venir avec un objet personnel. Gaël apporte sa peluche Kiki, Romain vient avec ses gants de boxe, Harry brandit fièrement son cerf-volant. Et qui se rappelle de Gilles qui tenait à venir sur l'île avec un exemplaire du livre Robinson Crusoe. Sûrement une source d'inspiration pour survivre sur l'île. Et pour bien rappeler la filiation de l'émission avec la télé-réalité, il y a même dans un coin de l'île une petite pièce en bois munie d'une caméra appelée le défouloir. Comme dans le confessionnal du loft, les candidats viennent y partager leurs états d'âme. Et tous les coups sont permis. La preuve, Harry, candidat malheureux, une fois éliminé, envoie un courrier à la production pour dénoncer Patricia, une autre candidate, qui a volé un briquet à un des pilotes de speedboat au tout début de l'aventure. Tous les participants restant sur l'île thaïlandaise seront alors sanctionnés. Car il ne faut pas se voiler la face.
Contrairement à la belle histoire que veut bien nous raconter la production à longueur d'articles de presse, Koh-Lanta est une télé-réalité pure et dure. Derrière le conte de fées d'un jeu d'aventure familiale, c'est bien le spectacle de la comédie humaine qui est scénarisé chaque semaine sur TF1, avec tous ses travers et ses excès. Et c'est tout ce dont les téléspectateurs raffolent. Koh-Lanta recèle tous les éléments constitutifs d'une télé-réalité au sens premier du terme, des éléments initiés dans le fameux Big Brother néerlandais. Ils sont au nombre de 4. L'enfermement et l'isolement d'abord. Dans Koh-Lanta, les candidats ne sont pas reclus dans une immense villa clinquante et colorée comme dans Secret Story. Ils sont simplement prisonniers sur une île déserte, à la merci des pires intempéries et des bestioles en tout genre. Ensuite, il y a les épreuves qui jalonnent chaque étape de l'aventure. Elles permettent d'établir un classement, une hiérarchie, et donc d'exacerber la compétition et les tensions. Et puis il y a la stratégie. Quel régal pour le téléspectateur de voir les candidats s'insulter et régler leurs comptes à la fin de chaque conseil pour justifier leur vote. Enfin, il y a l'élimination à la fin de chaque épisode. C'est l'épilogue de chaque numéro. Avec la célèbre phrase de Denis Brognard, « Les aventuriers de votre tribu ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. » Tiens, justement, Denis Brognard, parlons-en. Il y a dans Koh-Lanta les poteaux. Eh bien, Denis Brognard, lui, c'en est un pilier. Denis préside en effet aux destinées de l'émission depuis 2002, après avoir assuré la voix off de la première saison. Il fait partie de ces rares animateurs intimement liés au programme qu'il présente. 20 ans qu'il met l'aventure en scène, 20 ans qu'il arpente les plus belles plages du monde, 20 ans qu'il se lie d'amitié avec les candidats. L'animateur y a même trouvé l'amour, ou plus exactement, il s'est servi de Koh-Lanta pour conquérir Hortense, sa compagne. Nous sommes au début de l'année 2003. Denis Brognard, journaliste au service des sports de TF1, prend en charge pendant une semaine le journal des sports de LCI, la chaîne d'info du même groupe. Dans l'équipe, une chef d'édition, c'est celle qui veille au bon fonctionnement de l'émission, lui fait un grand sourire. Ils fond littéralement. Quelques semaines plus tard, Denis s'apprête à s'envoler pour Bocas del Toro, au Panama. Il va y entamer la 3e saison de Koh-Lanta. Pour assurer la bonne mise en image, le bon déroulement et l'organisation avec les candidats, quelques journalistes du groupe accompagnent l'équipe. Hortense, qui n'est alors qu'une collègue de Denis, sera donc du voyage. Et quelques jours plus tard, au cours d'un dîner en tête-à-tête dans un petit restaurant local, ils craquent l'un pour l'autre. Ils vont bien tenter de dissimuler leur rendez-vous secret au reste de l'équipe, mais ils se font griller comme des collégiens au bout de quelques jours. Depuis, Hortense et Denis sont mariés. Ils ont eu 3 filles, 18 ans d'amour, grâce à Koh-Lanta. Les candidats, de leur côté, ont une libido proche de 0. La promiscuité, l'hygiène, le manque de nourriture, la compétition et la fatigue ne favorisent pas les idylles. Et pourtant, malgré ces conditions de vie peu empreintes de romantisme, dans toute l'histoire de Koh-Lanta, quelques couples se sont formés. Parfois sur l'île, parfois après la compétition, certains sont encore ensemble des années après leur participation. Il y a même eu, Denis Brognard l'a avoué il y a quelques années dans une interview, certaines participantes et participants qui ont parfois tenté leur chance avec lui, évidemment sans succès. Je vous rassure, ce n'est ni une bonne façon de gagner l'émission, ni celle de se faire sélectionner. Car avant de performer dans Koh-Lanta, il faut sérieusement s'entraîner. Alors chacun a sa technique, Certains se forcent à grossir et emmagasinent de la graisse pour résister aux privations le moment venu. D'autres étudient à fond la faune et la flore du pays où ils vont être largués pour pouvoir se nourrir une fois sur place. En revanche, tous sans exception entament un entraînement sportif pour habituer leur organisme aux épreuves physiques à venir. Mais au-delà du rêve d'aventure, qu'est-ce qui fait donc courir ces 35 000 Français qui chaque année postulent pour aller souffrir dans Koh-Lanta ? Car il faut bien le dire, ce qu'on voit sur nos écrans n'est qu'un mirage télévisuel. Ce qui est diffusé est évidemment très éloigné de la réalité. Koh-Lanta est une télé-réalité, mais en aucun cas une télé du réel. Tout d'abord, on a l'impression d'un grand dénuement du site de tournage. Mais derrière cette image d'isolement soigneusement mise en scène, c'est une véritable fourmilière qui s'active avant, pendant et après le tournage. Pas moins de 200 personnes se déplacent sur chaque site. Pour préparer des épreuves, pour sécuriser les lieux, pour vérifier les dispositifs techniques, pour permettre la captation des images et leur transmission, sans parler de l'importance de nourrir tout ce joli monde, sauf les candidats bien sûr, et enfin, pour tout nettoyer et rendre le territoire à la nature. Autre mirage, on pourrait presque parler de miracle de la télé, l'impression de solitude des participants. Comme chacun de vous a pu le constater, les candidats ne sont pas équipés pour la télévision. Ils n'ont pas de micro-cravate, ils n'ont pas de boîtier de transmission fixé à la ceinture comme dans les autres téléréalités d'enfermement.
Ce sont donc des perches de son qui récupèrent chaque bribe de conversation. Ces techniciens qui entourent, hors champ des caméras, les candidats, n'ont d'ailleurs pas le droit, sous aucun prétexte, de communiquer avec eux. Un des membres du staff tenta, il y a quelques années, d'entamer la conversation avec une jolie candidate. Mal lui en a pris, il fut viré dans l'heure et rapatrié en France. La dernière idée reçue concernant le programme, c'est son rythme. Car c'est un cliché qu'il faut déconstruire, Koh-Lanta n'est pas une aventure haletante toute la journée. Pour 3 heures de programme hebdomadaire, qui rendent compte des épreuves, de la recherche de nourriture, le reste du temps, les candidats se reposent ou se prélassent. Plus de la moitié du temps, en fait, chaque jour sur l'île, on ne fait rien. On s'ennuie, on s'emmerde. Et évidemment, il y a la possibilité d'une triche. Pendant longtemps, ce fut un fantasme de journalistes et de téléspectateurs. Et bim, cette année, le Koh-Lanta des légendes a été pollué par des révélations de repas clandestins, de fruits exotiques cachés et de poulets frites livrés sur l'île. Grosse déception évidemment pour les fans et surtout, cellule de crise pour la production afin de préserver l'image du programme. Avec un rappel tout simple, ce ne sont que quelques candidats qui ont triché. D'ailleurs, la prod n'a aucun intérêt à favoriser un tel ou une telle. Elle ne donne pas de complément de nourriture en cachette et n'offre pas de nuit d'hôtel discrètement à un candidat fatigué. La seule incartade au règlement est purement médicale. En cas de besoin, un médecin peut prescrire une barre de protéines à un candidat qui serait gravement dénutri. Attention, pas s'il a faim ou qu'il a maigri, mais seulement si sa santé est en danger. Le danger. L'accident, c'est l'autre obsession de la production. Une seule fois, le pire n'a pas pu être évité. Nous sommes le 21 mars 2013 et la saison 13 s'apprête à débuter. Un signe peut-être pour les superstitieux. Toute l'équipe est sur l'île paradisiaque de Khao Rong, au Cambodge. Les candidats sont réveillés ce jour-là à 3 heures du matin. Ils sont lâchés à 200 mètres du rivage, les concurrents rejoignaient la plage à la nage. Les 2 équipes qui viennent d'être formées vont s'affronter dans une première épreuve. Un tir à la corde finalement assez classique. Gérald Babin fait partie des éléments forts de l'équipe des jaunes. Il fait chaud, une chaleur moite. Au cours de ce premier défi, Gérald ressent de premières crampes, puis de la fatigue. Il fait un malaise, il s'allonge. Il est alors placé à l'écart. Il est d'abord évacué en bateau, puis en hélicoptère vers l'hôpital de Sihanoukville. Il y décédera quelques heures plus tard. On apprendra de longues semaines après qu'il souffrait d'une insuffisance cardiaque non détectée, malgré des examens médicaux poussés. La famille a reçu de la production une importante somme d'argent, plusieurs millions d'euros selon diverses sources, beaucoup plus en tout cas que ce qu'ils auraient pu prétendre après un procès. Ce premier drame est suivi par un deuxième tout aussi dévastateur. Le médecin de l'aventure, Thierry Costa, se suicide dans sa chambre du Soka Beach Resort 10 jours après l'accident. Urgentiste reconnu, professionnel aguerri, il a tout tenté pour sauver Gérald. Mais des témoignages anonymes publiés dans la presse française font état de manquements dans la chaîne de secours. Il ne le supporte pas et il se donne la mort. La justice conclura beaucoup plus tard que les secours sont bien intervenus à temps et que le médecin a bien fait tout ce qu'il fallait pour essayer de sauver Gérald. N'importe quel programme de divertissement ne se serait jamais remis d'une telle catastrophe. Mais Koh-Lanta survit. Et il faudra 1 an et demi avant que l'aventure ne revienne à l'écran et reparte de plus belle. 12 nouvelles saisons suivront, avec des audiences toujours excellentes, malgré une érosion logique pour une émission de cette longévité. Le confinement a même provoqué un regain d'intérêt assez inattendu. Alors que tous les Français étaient obligés de rester chez eux, Koh-Lanta leur a permis de s'évader par procuration. Le programme réussit le tour de force de continuer de réunir tous les âges devant leur écran, que ce soit la télé, le portable ou l'ordinateur. Et il faut dire que les réseaux sociaux sont venus, depuis quelques années, apporter leur contribution à la notoriété de l'émission, avec du bon et du moins bon. Des équipes de fans qui se mobilisent pour soutenir leurs favoris, mais aussi des campagnes de harcèlement qui viennent parfois pourrir la vie de certains candidats un peu clivants. La production gère autant que faire se peut. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.